Galik, tu es prêt? Prêt. Prêt. Bon, je suis content de te recevoir. C'était le temps de lancer le podcast parce qu'on était en train de se raconter n'importe quoi et on faisait le podcast avant l'heure. Comment ça va? Ça va super bien. Très heureux de te voir. Ouais. Tu sais que on peut le dire combien de temps ça fait? On se connaît depuis combien de temps? Bah, ça fait plusieurs années. Je crois que la première fois que je t'ai vu, tu étais en stage d'observation de troisième dans une agence de communication. Et j'ai vu en toi, en tout cas, vraiment le profil entrepreneur. Et je suis fier de voir ce que tu as pu monter aujourd'hui. Ah, c'est beau. Tu vois, c'est sympa. Tu commences par une saloperie pour dire un truc sympa. Toi, moi, j'allais dire, à l'époque, on se connaissait, on n'avait pas encore de cheveux gris, quoi. Mais C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi, j'avais encore le lait qui sortait du nez, quoi. Donc, non, ça fait quoi? Ça fait quoi? 10-15 ans? Ouais. 10-15 ans. Tu verras, j'ai plein de questions. Parce que du coup, on a 15 ans de recul sur tout ça. Mm. Donc, on va pouvoir jouer les vieux cons en se demandant si c'était pas mieux avant. C'est ça. Donc, on va commencer par ça, à se demander si c'était pas mieux avant. Puis, j'imagine qu'on va se dire que c'est mieux maintenant. Donc, on va parler de futur. Mm. Donc, j'aimerais parler aussi de futur avec toi. J'aimerais parler de tout ce qui s'est passé en 15 ans et tout ce qui se passera d'après toi ensuite. J'ai hyper envie de parler de toi et de la vision que vous avez vraiment un peu. J'adore la vision que vous avez au sein de Charente Tourisme sur l'éco, sur l'entreprise à mission. Je trouve que vraiment, vous êtes presque les seuls à porter ça. Et je trouve ça, en tout cas, j'en ai pas connaissance et je trouve ça super. Donc j'aimerais qu'on parle de ça. Mais avant tout, Galik, j'aimerais que tu te présentes au monde et que tu nous dises qui tu es. Bah écoute, Galik Guyot, donc directeur exécutif de Charente Tourisme. Je dirige également l'ECO, qui est l'accélérateur du tourisme durable, et j'ai 52 ans. Déjà? Et oui, ça passe. Oui, ça passe. Charente Tourisme, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, ce que ça représente, combien vous êtes, vos Charente missions? Tourisme, organisme de gestion de la destination, donc des Charentes. Nous avons fusionné entre le comité départemental de la Charente-Maritime et celui de la Charente donc en 2016, et on est aujourd'hui 65 personnes, donc réparties sur 3 sites, puisque nous avons fusionné avec l'Office de tourisme des Vals de Saintonge également, donc répartis sur 3 sites, à La Rochelle, Angoulême et Saint-Jean-d'Angély. Et donc vous gérez aussi un office de tourisme. Exactement. On va commencer par ça, ça te dérange pas, je trouve ça fabuleux. Fusion de 2 départements, ça se passe comment? Bah, ça se passe bien. C'était naturellement un sujet et un projet assez innovant. Après, le fait de mutualiser les moyens et nous a permis aussi de lancer à l'époque un nouveau positionnement, infiniment Charente, et puis également réfléchir en termes de stratégie, où on a quand même plutôt basculé et opéré vraiment un virage sur l'accompagnement des acteurs touristiques. C'était le choix qui a été fait à l'époque par Stéphane Villain et Jean-Hubert Lelièvre, qui présidaient la structure. Donc pour nous, on a vu la fusion comme vraiment une opportunité pour relancer une dynamique, en tout cas, auprès de l'équipe, et d'emmener en tout cas les 65 personnes dans cette vision-là. Et c'était quoi? Donc en gros, c'était de se dire, on s'oriente moins sur le touriste et on va plus accompagner les pros? Exactement. Et ça a donné quoi? C'est quoi la date de la fusion? C'était 2016. 2016, donc là, il y a quoi? Il y a 8 ans de recul. Ouais. C'était une bonne idée, entre guillemets, pas d'abandonner le tourisme, mais d'en faire un peu moins sur le tourisme? Un peu plus par les pros? Comment tu vois les choses avec 8 ans de recul? Ouais, ta question est pas facile. Euh, Nous, en tout cas, on s'est donné les moyens pour bâtir une offre de service qu'on jugeait très pertinente à l'époque en termes d'accompagnement des acteurs, à la fois sur des logiques assez classiques de classement, de labels, mais aussi sur des questions, par exemple, d'accompagnement sur des sites internet, sur le fait d'être présent sur les réseaux sociaux, de les rendre moins dépendants, en tout cas, aux plateformes. Il y avait aussi ces premières notions de commercialisation éthique qu'on défendait. Donc tout ça nous s'inscrivait dans un... qui est moins ton cas, je sais, mais qui s'inscrivait Je ris quand tu me parles dans ce d'éthique. cadre-là, mais il y avait vraiment cette stratégie, c'est-à-dire accompagner, mais in fine, derrière, au service de la stratégie. Donc voilà, avec toujours en fil rouge ces notions d'éthique, de durable, bien sûr, qui nous animaient et qui animent toujours l'équipe. Et entre guillemets, vraiment d'avoir pas abandonné, d'avoir moins fait pour le tourisme et le rayonnement touristique du département. Est-ce que tu sens que de faire moins là-dessus, ça a eu un effet sur la notoriété ou pas de la destination? Est-ce que tu te rends compte que finalement, ce que vous faisiez avant avait un plus fort effet, moins fort effet? T'as senti une mouvance là-dessus ou pas vraiment? Bah,
je ne comprends pas trop ta question, parce que tu dis moins pour le tourisme ou pour les touristes. Pour les Euh, touristes plutôt, mais, exactement. mais après, soit tu es positionné directement en B2C, euh, et tu orientes vraiment tes budgets en B2C, soit tu te positionnes en B2B2C, ce qui était plutôt notre cas, et comment dire, l'objectif reste le même. On a plutôt travaillé, on peut le présenter de cette manière, les intermédiaires, que sont les acteurs touristiques, et leur donner les moyens, en tout cas, pour aussi émerger à travers leur site internet, fait d'être aussi présent sur un certain nombre de plateformes. Donc c'est dur de répondre à cette question en termes, si on pose voilà, des indicateurs précis. On a conservé bien évidemment nos actions B2C avec deux leviers principaux que sont le digital et puis également la presse. Mais effectivement, nos efforts étaient concentrés sur ces intermédiaires. Et là, 8 ans après, vous continuez sur la même voie ou ça s'oriente un petit peu différemment pour la suite? Ah bah, Avec tout ce qu'on entend sur forcément certaines restrictions, des orientations qui bougent un peu. Est-ce que toi, tu nous, sens un peu la diff? Est-ce que vous orientez un peu les choses différemment pour la suite? bon, nous, il y a un virage qui est pris. Effectivement, le monde dans lequel on évolue est quand même excessivement complexe. Donc, la première des choses, c'est de donner un cap. Et à travers l'entreprise à mission, puisqu'on est à première destination à devenir association à mission, pour nous, c'était déjà cet objectif-là. Amener de la visibilité sur nos actions. Enfin, vu de l'extérieur, pour certains acteurs, c'est assez compliqué ce qu'on fait. Entre de l'observation, entre du classement, entre du marketing, enfin bref. Donc amener de la lisibilité, donner un cap aux équipes, attirer des talents aussi, parce qu'à un moment donné, d'ancrer fortement dans nos statuts le fait qu'on soit entreprise à mission, qu'on ait une responsabilité sur le volet social, durable. Bien évidemment, ça nous permet d'attirer ces talents et de rendre, entre guillemets, la structure un peu plus attractive. Donc le virage aujourd'hui, c'est celui-là, avec une raison d'être, avec 4 objectifs statutaires qui sont clairement établis, et c'est notre feuille de route à long terme, hein, puisque c'est dans nos statuts. C'est pas une stratégie à 3 ans, pardon. C'est bien plus profond que ça, et c'est ce qui nous anime au quotidien. Tu vas en parler, on reviendra peut-être plus en profondeur là-dessus, mais tu les as, les 4 objectifs clairs de l'association à mission? Tu les as en tête là comme ça? Je les ai en tête, ouais. Et donc tu veux que je te les Bah oui. Ouais, j'étais sûr. Non, mais Faut bien que je te colle, parce qu'après tu vas me poser des questions, c'est toi qui vas me coller. Je vais te poser des questions. Non, j'ai révisé avant. Le premier objectif, c'est d'éclairer et de décrypter les tendances, enfin les défis. Et les défis, ils sont assez nombreux. Donc, que ce soit bien évidemment des sujets environnementaux, la biodiversité, l'eau, que ce soit lié des défis sociétaux, les vacances pour tous, la génération Z, le numérique également, que ce soit la question de la génération Z, l'IA, peut-être qu'on en parlera. Donc il y a énormément de défis. Essayons de décrypter ces défis et de sensibiliser les territoires à ces défis. Les territoires au sens large et les filières, que ce soit les offices de tourisme, les collectivités, l'ensemble des filières également avec qui on travaille. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est plutôt de défendre pour nous un tourisme équilibré. Donc on n'est pas dans l'opposition. On est plutôt à se dire, essayons de trouver cet équilibre subtil où on peut satisfaire à la fois les acteurs du tourisme, à la fois les habitants et à la fois les touristes eux-mêmes. Et tout ça évolue naturellement dans le temps, diffère selon les destinations, mais pour nous, c'est important de veiller à ça, de ne pas opposer les choses. Et on a tendance à le faire aujourd'hui, à l'image de ce qui s'est fait notamment sur Airbnb. Voilà, c'est plus complexe. Ça nécessite aussi de se doter d'outils d'observation un peu plus fins pour pouvoir le faire, mais en tout cas, c'est ce qu'on défend. Donc ça, c'est notre deuxième défi, et à titre d'exemple, on va sortir par exemple un agent virtuel qui est basé sur l'IA pour répondre à ce défi-là, et qui vise à encourager une consommation responsable sur le territoire. Troisième défi est plutôt autour de la coopération et de l'innovation. Coopération, c'est-à-dire qu'on va continuer bien évidemment à développer des clubs. On a différents clubs thématiques, thalasso, thermalisme. On va continuer bien évidemment sur ce volet-là, et puis également sur le volet expérimental, toujours être dans ces logiques, expérimenter, on peut se planter, c'est pas très grave, mais continuons à expérimenter
plus également le sujet l'éco, puisque l'éco, l'accélérateur du tourisme durable, est également un vrai sujet d'innovation. Ça, c'est le troisième objectif statutaire. Et puis, quatrième objectif statutaire, ce qui est de faire de Charente Tourisme une référence et de valoriser les expertises individuelles et les réussites collectives. Ben, l'humain avant tout, c'est ce qui compte pour nous, bien évidemment. Donc, on va en tout cas faire le maximum pour valoriser les expertises à travers les podcasts qu'on a pu sortir. Pour nous, c'est l'occasion, en tout cas. On a des gens qui ont de forte expertise en interne, en tout cas, qui puissent s'exposer, qui puissent raconter, en tout cas, leur métier. Voilà, à titre d'exemple. C'est quoi le nom de ton podcast? Comme ça, les gens iront... Les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Très belle DA et tout, d'ailleurs. Très beau. Fait à l'interne. Ah bah, tu vois. Alors, là-dessus, je veux qu'on revienne sur deux choses. Tu vois, la mission... tu vois, on bosse avec d'autres ADT, CDT, donc comités départementaux du tourisme. Et souvent, quand on échange avec eux, la mission première pour eux, c'est faire rayonner le département d'un point de vue du tourisme. C'est des choses que tu dis pas forcément dans tes 4 objectifs. Tu penses que c'est plus la place d'un CDT aujourd'hui, ou toi, entre guillemets, c'est acquis, vous voulez aller au-delà de ça? Est-ce que tu penses que les ADT, CDT, tout ça, doivent changer leur mission par rapport au monde actuel, ou c'est juste que vous, de votre côté, c'est induit? Comment tu vois les choses là-dessus? Enfin, si on n'a pas conscience que l'environnement bouge, voilà, je pense qu'il y a un souci. Donc, dans la mesure où notre environnement bouge, que nos ressources deviennent de plus en plus limitées, il y a nécessité à repenser sa stratégie. Ça, c'est clair. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Après, nous, on a fait ce choix-là, qui englobe bien évidemment la promotion de la destination. Mais je te présente les choses de manière différente. On a 4 objectifs statutaires qui sont bien définis. Et dans les objectifs, bien évidemment, on nourrit cette question de la promotion de la destination. Je te parlais d'argent virtuel qu'on est en train de sortir. Bien évidemment, il s'agira de faire la promotion des acteurs et des territoires qui composent justement les Charentes dans cet agent virtuel. Et tu vois, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Je voulais te la poser au début, la question, mais tu te rappelles les campagnes qu'on faisait il y a 15 ans? Ouais. Tu trouves pas que le monde du tourisme est devenu un peu plus lisse, un peu plus chiant en 15 ans? Chiant, je sais pas. C'est difficile chiant, on a connu effectivement ces logiques de marque territoriale et de campagne marketing à tout va. Tu vois, moi je me souviens... Bon, ça ne veut pas dire que c'était peut-être pas un peu trop, mais on faisait gagner... C'était quoi, je me souviens plus le concept, mais on faisait gagner une nuit dans le Fort Boyard, un truc de dingue. Une nuit dans un phare, personne ne pouvait y accéder. T'en avais fait profiter ta famille, je me rappelle. Exactement. Ouais. J'avais amené toute ma famille au Fort Boyard. Merci d'ailleurs pour ce jeu concours fabuleux. Ouais. Et je tiens à dire que c'est pas vraiment salaud. Ou alors il y a prescription, on peut le... Non, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Ça fait 15 ans. Ouais, ça fait 15 ans. Et je ne sais même pas aller d'ailleurs au Fort Boyard. Tu vois. Bon, bref. Mais tu vois, on fait plus tout ça. Tout ça est devenu plus lisse. Alors, c'est bien parce que on incarne des valeurs supra au-dessus de tout ça. Mais moi, quand je pense à mon touriste, est-ce qu'on l'a pas parfois un peu oublié avec ces valeurs un peu supra, en oubliant un peu la base? Tu vois? Et je dis pas qu'il faut pas faire tout ça. Le monde change, comme tu dis. Mais est-ce qu'on a, en ne voyant que ce qui changeait, on n'a pas aussi à regarder ce qui ne changeait pas? Et on a tout lissé. Ouais, est-ce qu'il y a... C'est difficile de répondre. J'ai peut-être pas, moi, suffisamment aussi de recul par rapport à tout ce qui est engagé par les différentes destinations. Et je suis convaincu qu'il y a une capacité d'innovation dans nos structures portées par les OGD. Après, il y a peut-être effectivement... OGD, organisme de gestion de destination. Je pense, par exemple... à Dunkerque, qui a lancé son CNFT, justement. Enfin, il y a des choses un peu différentes qui émergent. Après, que ce soit lisse et que ce soit effectivement toujours la même chose, moi j'ai toujours un vrai doute sur l'impact réel, effectivement, des campagnes marketing basées sur des marques territoriales. J'ai un vrai doute là-dessus. Je peux pas le nier. C'est un vrai sujet, tu vois. Je prends l'exemple du privé et des marques privées pour ça. La semaine dernière, j'étais avec Sixte
Et ils ont fait une nouvelle plateforme de marque, Six. Ils ont changé leur logo. Il y avait un sujet très fun. Ils se sont premiumisés encore plus. Avant, ils avaient les produits premium, mais leur com était très second degré, très humoristique. Et là, tout a viré vers le premium. Et certaines personnes de l'équipe de Six me disaient, mais en fait, on se rend compte qu'on a tout premiumisé, mais les gens se souviennent de nous, de nos pubs il y a 10 ans. Et on les fait plus, ces pubs-là. Mais on a marqué les esprits il y a 10 ans. Et aujourd'hui, effectivement, toutes les choses qu'on a faites il y a longtemps ont peut-être marqué à leur échelle. On n'avait pas 4 millions d'euros à dépenser en TV pour qu'on soit vu. Mais aujourd'hui, effectivement, on veut faire des marques territoriales, avec les budgets dont on dispose aujourd'hui, mais sans l'énergie pour marquer les esprits. Donc je me dis, effectivement, on crée des marques territoriales, on y met un argent parfois important, mais on y met un argent important dans la création et dans une certaine valorisation assez lisse, qui ne marque pas les esprits. Donc du coup, on n'en crée pas une marque, véritablement. Ouais, mais est-ce que tu ne crois pas que aussi tout ce qui est stratégie d'influence et notamment quand on voit ce qui peut se passer sur des réseaux comme TikTok ou Insta, on ne maîtrise pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des prises de parole d'influenceurs ont potentiellement beaucoup plus d'impact sur nos destinations que peut-être certaines campagnes de marketing. Donc c'est quand même aussi un élément à prendre en compte. Et c'est difficile de le maîtriser. Donc voilà, je vois que les choses ont clairement évolué sur le sujet, ouais, je crois. Ouais. Et même toi, est-ce que tu te freines un peu plus Enfin, quand je dis toi, la structure, hein, vous freinez un peu plus dans les campagnes que vous voulez mettre en place, dans les angles, etc. On se freine un peu plus. Il faut être aussi à l'écoute des territoires. Effectivement, on est passé quand même, rappelle-toi, des logiques plutôt quanti à l'époque, où on était quand même sur du volume, faire venir du monde, et on est désormais quand même dans l'ère du durable, avec des positionnements assez forts de certaines destinations qui considèrent qu'à certaines périodes de l'année, ils ont suffisamment de touristes. Donc, qui ont arrêté purement et simplement de faire des campagnes. On a aussi ça. Ce qui est juste. Et ce qui est juste. Et ce qui est un choix et qu'on comprend aisément. Donc, on a aussi ça. Donc, et on a à l'inverse aussi des territoires qui sont beaucoup plus pauvres en touristes, qui peinent à émerger depuis des années et malgré les campagnes. Donc il y a peut-être aussi, notamment ces territoires un peu plus ruraux, des vraies questions aussi à se poser, plutôt d'attractivité et de se dire, bon, est-ce que le regard il doit être sur les touristes, sur le fait de faire venir des touristes, ou plutôt de travailler l'offre, de fixer des populations sur ces territoires, de développement, avant de justement penser à faire venir des touristes. Donc bon, voilà, il y a aussi ce contexte-là, bien évidemment. Ouais. Ça, c'est juste donc, ce que du tu durable, du dépositionnement durable, moins de budget, et puis quand même, quoi qu'on en dise, des stratégies d'influence dans tous les sens, quoi, avec des générations qui arrivent, qui clairement seront, à mon sens, moins exposées à nos sites internet. Hein. Alors, peut-être moins exposés à vos sites internet, mais pas forcément moins exposés à la marque. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est aussi... Mais c'est... Dans l'institutionnel, on a souvent ce petit décalage entre les usages et le fait que les marques s'habituent aux usages. Donc là, tout le monde est sur TikTok et pas que les jeunes, mais c'est vrai que dans le milieu institutionnel, on a du mal encore à y aller. Par frein, par manque d'équipe, manque de moyens, alors qu'ils sont déjà tous sur TikTok et tous à écouter ce qui se dit sur TikTok. Donc je pense qu'effectivement, le site n'est pas forcément la première porte d'entrée pour ces publics-là, mais pour moi, une marque média, elle n'a pas que le site internet. Elle peut aussi être... On peut aussi choisir de ne pas faire confiance qu'aux influenceurs pour porter le message. Ça peut être vous qui le portez sans aucun problème. Mais tu ne penses pas aussi qu'à l'ère de l'IA, les stratégies classiques de com, avec de segmentation, de persona, tout ça ne vole pas en éclats avec l'IA qui va être dans d'ultra-personnalisation. Voilà, moi, c'est pareil, c'est des choses qui m'interrogent, quoi, très clairement. C'est clair. Tu vois, nous, l'IA, on commence à l'utiliser, entre guillemets, c'est soit on creuse, soit on utilise l'IA, agence de com, rédac, branding, avec l'IA qui nous arrive, soit on la maîtrise et c'est pas elle qui nous maîtrise, soit entre guillemets, on plonge. Et effectivement, sur toutes ces stratégies-là qui étaient très difficiles à faire humainement, parce que manque de ressources, etc., nous, on utilise l'IA pour faire ce que l'humain n'était pas capable de faire. Et justement, peut-être pour se concentrer sur des stratégies médias que l'IA n'est pas capable de produire pour l'instant. L'ultra-segmentation, l'ultra-personnalisation, peut-être la rédaction automatique de milliers de pages pour le référencement, ça l'IA le fait. Produire du vrai beau contenu d'influence qui se voit, entre guillemets, qui se ressent,
L'IA n'est pas encore capable de le faire, ça. Donc, on pourra parler éventuellement de notre média The Love Room ensuite, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Et justement, pour garder le temps, on en reparlera, là on est en train de lancer un nouveau média aussi sur l'hôtellerie, pour se dire ce qui est capable de faire l'IA, on le sous-traite et on fait x10, x100, ce que l'humain n'était pas capable de faire. Par contre, on met le vrai temps humain et l'énergie humaine dans ce qu'aujourd'hui, ce que l'IA n'est pas capable de faire. Je voulais qu'on parle de 2 trucs ensemble qui je trouve, sont passionnants chez vous. La logique de club, avant qu'on parle de l'éco, tout ça. Moi, je connais ça et je trouve ça fabuleux. Tu peux expliquer l'idée que vous avez eue avec ces clubs-là, de réunir certains pros, de les faire monter en compétences, de faire des campagnes groupées, etc., pour qu'ils soient plus forts ensemble, juste pour que les gens comprennent ça? Oui, alors ça va être un peu difficile parce que je pilote pas trop, pour être tout à fait sincère, ce projet à l'interne. Mais bon, la logique générale, bon, tu la connais puisque tu y as participé, c'est mettre autour de la table effectivement des acteurs dans une logique un peu 50-50 en termes de financement pour envisager des actions mutualisées et notamment des campagnes. Au-delà des actions, je pense qu'il y a une vraie volonté de fédérer des acteurs, et ce qu'on ressent, c'est ce vrai besoin de se retrouver entre pairs pour échanger, en tout cas sur des problématiques qui sont partagées. Donc nous, on se doit d'accompagner ça. Et effectivement, en complément, on a ces logiques de campagne mutualisée et de budget mutualisé pour engager un certain nombre d'actions. Et ça, il y a 10 ans que ça existe, parce qu'à l'époque, c'était déjà fait. Oui, donc tout à fait. c'était novateur et ça continue d'être puissant parce que tout le monde ne le fait pas. Donc vous réunissez, par exemple, les 10 plus gros sites touristiques des Charentes. Il y a le club des incontournables, le dernier étant le club village et paysage, avec notamment des actions qui ont été menées sur le tourisme créatif. Laura est tombée. Incident sur le plateau. Sachant que tout ça ne sera pas coupé. Donc, voilà la logique au niveau des clubs. Et effectivement, pour nous, c'est fort en tout cas du succès, des retours aussi qu'on a, puisque on est quand même attaché à vérifier les taux de satisfaction de nos partenaires. Bien évidemment, voilà, les résultats et les indicateurs sont plutôt encourageants et militent en tout cas pour ce qu'on continue à développer ces notions de club sur un certain nombre de filières, bien évidemment. Moi, ce qui m'avait étonné, donc là, je pense notamment donc, je réexplique un peu parce que c'est vraiment ce que vous faites, c'est super. Il y a le club des incontournables avec les 10 plus gros acteurs. Il y a le club des coups de cœur avec les acteurs, entre guillemets, pas les 10 plus gros, mais des acteurs quand même importants. Tu avais le village et paysage. Et le dernier, c'était Thalasso. Oui, Thermalisme. Et tu te dis, mais en fait, les 10 incontournables, ça doit être des machines de marketing pour attirer le plus pour que ce soit les sites les plus, entre guillemets, attirants de touristes. Et tu te rends compte qu'en finalement, même s'ils sont bons, tu les mets 10 autour de la table, tu mutualises des moyens, ils te font des résultats de dingue. Je m'en souviens que c'était quoi, le club des croisières, c'est Interil? Oui, Interil, oui. Et on avait fait des campagnes il y a 1 ou 2 ans, et qui disaient, grâce à ça, vous étiez le 2e apporteur d'affaires. Charentes Tourisme était le 2e apporteur d'affaires. Tu dis, mais en fait, on se rend pas compte que même des gros acteurs privés, tu les mutualises, ce qui paraît une évidence quand tu le dis. Tu les mutualises, tu mets des moyens communs, ils cassent les plafonds de verre. Ouais, c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire, il ne faut pas négliger notre capacité à être... en tout cas, apporteur de trafic qualifié par les acteurs. Nous, c'est quelque chose qu'on a mesuré au niveau de notre site internet. C'est-à-dire que, pareil, en termes de positionnement, bien évidemment, il y a le côté attractivité. On se doit de séduire sur la destination pour faire venir des personnes sur le territoire, mais en même temps, on a été excessivement regardant à notre capacité de transformation. Et on s'est rendu compte, effectivement, par rapport à ce que tu dis. Bon, après, bien évidemment, on avait eu ces débats, il faudrait tracer jusqu'à la vente, mais au moins d'apporter du trafic qualifié. Et d'avoir ces retours-là sont quand même très positifs, en tout cas, et en tout cas encourageants par rapport au positionnement de nos sites. D'ailleurs, ce fameux, parlons-en 3 secondes, le fameux tracking jusqu'à la vente, c'est qu'en fait, tu te rends compte que même certains gros acteurs qui vendent de la billetterie en ligne sont pas matures sur le tracking, sont pas matures sur la publicité. Donc même nous, quand on veut venir les aider à traquer, tu te rends compte que c'est pas facile pour eux, que c'est pas limpide, alors que c'est quand même des grosses machineries de vente et d'attractivité de tourisme sur place, quoi. Donc pas simple. Est-ce que tu veux nous parler de l'éco?
Mais bien sûr. J'aimerais bien que tu nous donnes donc, ce que c'est l'éco et la genèse de tout ça, parce que je crois que vous êtes les seuls à faire ça en France. Alors les seuls, il y a d'autres Il y en a d'autres, accélérateurs du mais tourisme. portés par des départements. Oui, il y a notamment Slow Tourisme Lab. Enfin, il y en a. Ah, mais oui, ouais, d'ailleurs, on il y les a- connaît, nos amis de l'Aube, bien sûr. il y en a plusieurs. Tout est parti, moi, d'un échange que j'ai eu avec la direction marketing de VVF. C'était pendant le Covid. Ils avaient sorti un dispositif pour, je crois que c'était le repos des héros, pour justement accompagner le personnel Exactement. soignant. Et nous, on avait fait aussi une opération de relance à travers des Ça bons a bien infiniment marché, Charente. ce que vous aviez fait. Et on s'est dit à cette époque, bah, autant essayons est-ce qu'on ne peut pas mutualiser et faire la promo de nos dispositifs respectifs. Et voilà, le courant est plutôt bien passé avec eux. Et on s'est rendu compte que dans les tiroirs, il y avait cette question de comment on gère ces sollicitations fréquentes de start-up sur des solutions qu'on juge innovantes, en tout cas en phase avec nos stratégies. Et c'est de là qu'est né l'éco. On s'est dit, bah, autant faire une association. Voilà, on est sollicité. S'il y a des boîtes pour lesquelles et des solutions pour lesquelles on manifeste un vrai intérêt, bah, autant y aller, autant les accompagner. Nous, bah, c'est un vrai outil de détection et en même temps au service de la transition des territoires. L'idée, c'est pas que de parler de tourisme durable, c'est à un moment donné d'aller chercher des solutions concrètes, de les impulser sur les territoires et de les déployer. Et pour VVF, pareil, il y avait cet enjeu vis-à-vis des 100 villages qui sont répartis sur le niveau national. Donc là, association entre secteur public et privé. Tout à fait. Et les critères pour rentrer sur l'éco, les critères d'innovation, c'était quoi, par exemple? Quel type de boîte vous recherchez? On est plutôt, nous, positionnés donc, sur l'accélération, donc plutôt à un stade assez mature, entre guillemets. Donc s'assurer que, bien sûr, la boîte était créée, qu'il y avait déjà quelques emplois, qu'il y avait déjà eu de la commercialisation. Après, le regard, bien évidemment, sur le sujet du durable, par rapport à la solution. Et ce qu'on regardait, c'est notre capacité à intégrer ces solutions sur le territoire. C'est-à-dire que est-ce que ces solutions pouvaient être portées, par exemple, par des offices de tourisme, nous par des collectivités locales, et idem côté VVF par rapport aux différents villages. Donc des boîtes qui avaient surtout des solutions techniques, marketing. C'était plus ça le sujet? Il y a de tout. Par exemple, tu peux nous en donner deux, trois? Ça peut être une solution de tri, des solutions techno Okay. comme de l'IA. Voilà, il y a vraiment de tout. Donc toi, tu reçois des dossiers, tu décides, ou tu vas même chercher des dossiers? Les deux. C'est-à-dire qu'il y a cette phase, effectivement, d'essayer de trouver des solutions qu'on juge pertinentes, de voir dans quelle mesure on sera en capacité de les déployer. On a eu également le soutien d'Atout France par rapport aux différents AMI sur l'innovation, Okay. ce qui nous a permis de lancer des expérimentations. Pour nous, c'était un sujet important. Et puis des offices de tourisme également qui ont pu soutenir certaines solutions. Donc, quand tu dis soutenir, c'est qu'ils achètent la solution, ou soit en phase d'expérimentation, soit effectivement en Okay. termes de financement. Et c'est important, je trouve, pour des structures comme les nôtres, d'être exposés à des sujets d'innovation et aussi à des entrepreneurs. Entre guillemets, cette mixité, et je trouve, est vraiment intéressante. Donc voilà, l'éco poursuit sa route. Nous, on continue également à essayer de continuer d'identifier des solutions intéressantes par rapport aux problématiques, en tout cas qui émergent. La dernière étant rentrée dans l'éco, étant géniale, donc solution d'IA, qui pour nous... peut poser question. De l'IA, IA et durable, on ne fait pas forcément un lien automatique. Nous, c'est la question d'utiliser l'IA en termes d'éthique et surtout comment on utilise l'IA pour répondre à une problématique de consommation responsable sur le territoire. Et en tout cas, les premiers tests qu'on peut opérer sont plutôt encourageants. Notre solution va sortir, mais on y croit beaucoup. Ouais. Comment ça marche l'incubation? Moi, je suis la solution géniale. Là. Comment ça marche? Vous financez en échange de parts dans la boîte? Comment ça... Non, il n'y a pas de prise de participation. Okay. On est sur un montant de 1 900 €, donc est plutôt un tarif solidaire, bien en deçà en tout cas de ce qui peut être pratiqué par d'autres incubateurs ou accélérateurs. Et là, c'est pour avoir des bureaux chez vous, c'est pour ça? Ouais, alors on a abandonné les bureaux chez nous, puisque comme la plupart des boîtes ont déjà leur siège social, ils ont plutôt besoin de bureaux ponctuels, d'où de partenariats avec des écoles, avec Kedge également et avec Excelia,
à La Rochelle pour bénéficier de locaux et bénéficier aussi d'expertise. Nous, quand on a écouté les entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quand même déclencher du business. Donc, c'est d'ouvrir des portes, c'est également de lancer des expérimentations, leur permettre effectivement d'avoir des locaux au niveau des différents campus des écoles, mais leur demande première, c'était celle-là. Et puis, sur des problématiques immédiates, en gros, voilà, j'ai une croissance, j'y connais rien en grosse marketing, j'ai besoin d'avoir un expert qui en une demi-heure m'explique les choses, problématique RH, problématique de posture de dirigeant, voilà, tout ça. Et après, on déclenche avec des experts qui sont identifiés. Les experts sont chez vous ou vous faites appel à des experts On fait appel, alors il y a des experts chez nous, mais il y a surtout des experts au niveau des écoles. Et la période d'incubation, elle dure combien de temps? 1 an, reconductible sur une année. Et tu sens la vraie différence là au bout d'1 an, au bout de 2 ans? Est-ce que les boîtes que tu incubes sont un peu différentes? Quand elles ressortent de chez toi, tu sens qu'elles ont... Il y a de tout. Après, il y a des boîtes qui sont déjà qui ont un stade de maturité déjà important. Il y a vraiment... Ouais, c'est dur de répondre. On essaye en tout cas, nous, d'apporter notre modeste contribution à leur développement. C'est important. Après, on peut aussi se planter parce qu'on n'aura pas réussi à trouver les bonnes entrées, à Puis trouver tout le jeu des le startups, bon positionnement. hein, C'est le choix des startups, tu sais qu'il y a quand même bon nombre qui restent sur le Ce que carreau. j'allais dire, t'as beau faire ce que tu veux, si le business model était pas bon à la base... On est bien d'accord, mais on croit beaucoup à cette notion d'écosystème, d'entrepreneurs engagés. J'ai trouvé intéressant de les voir aussi fonctionner entre eux, de se retrouver, puisqu'ils ont cette valeur commune qu'est l'engagement au service du durable. Et voilà, je retiens aussi ça dans cette expérience. C'est ça le dénominateur commun, le tourisme évidemment, et une notion de durabilité dans le projet? D'engagement. D'engagement. Ouais, clairement. Ça doit pas être facile à jauger, ça, parce qu'effectivement, on parle d'IA. Moi, je me dis que c'est durable dans le sens où ça va amener pas mal d'externalités positives au final. Bon, bah, c'est forcément que si tu regardes avec les œillères d'aujourd'hui, on se dit que ça mange de la bande passante sur les serveurs et que ça pollue. D'accord, mais réfléchissons à ce que ça va apporter dans 10-15 ans. Je pense que ça va sauver beaucoup de choses et peut-être que ça va apporter beaucoup plus d'externalités positives que celles qui est négative aujourd'hui. Donc ça doit être dur à jauger ça aussi. C'est ma vision aussi, c'est-à-dire moi je suis plutôt technophile à la base. C'est-à-dire la question c'est pour moi comment on utilise la technologie pour justement servir efficacement nos positionnements, nos stratégies. On peut être contre l'IA, après il n'empêche qu'il y a 500 milliards qui sont posés d'un côté aux États-Unis. Emmanuel Macron pose plus de 100 milliards aujourd'hui, donc il y a des investissements colossaux. Donc il y aura de l'IA, donc faisons avec, essayons de voir justement comment on peut s'en servir efficacement. Et c'est le cas sur d'autres types de technos aussi qu'on regarde, comme Metaverse également, comme également le sujet de la blockchain qui a un peu disparu du fait de l'apparition de l'IA. C'est ça que je voulais voir avec toi. Je reprenais mes notes, je voulais qu'on parle de l'IA. J'ai vu que tu étais un peu perdu. Ouais. Mais oui, exactement. Moi, j'ai encore des clients, là, on a fait un point. Je suis ravi pour toi. J'en ai encore 2. Il y avait toi, mais tu me réponds plus, et il y en a un autre. Et l'autre ne veut plus utiliser l'IA, justement. Là, je te promets, d'ailleurs, heureusement, je viens d'oublier... non, je viens de me souvenir de qui c'était, je ne vais pas le dire. Ils me disent, mais Greg, la DSI, les services informatiques, interdisent l'utilisation de l'IA dans la boîte. On a fait des webinaires il n'y a pas longtemps. Sur l'IA, j'en ai certains, c'est pas la majorité, mais qui me disent non mais l'IA c'est de la merde, l'IA ça pollue. D'accord, mais quand tu vois 500 milliards, 109 milliards, on va faire de l'IA. Comment toi tu vois la chose? L'impact dans les métiers, l'impact dans les systèmes d'information touristique? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Et même au sein de vos structures? Je pense que c'est aux directions générales de porter ce sujet. J'entends ce que tu dis et c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des entreprises où si les directions générales effectivement portent plutôt un message de la DSI qui est attention d'un point de vue réglementaire, je vous demande de ne pas autoriser ChatGPT et consorts, clairement de toute façon certains le feront
pour améliorer leur productivité, parce qu'ils ont bien compris. Et donc, je pense que ce n'est pas la bonne formule. Nous, notre positionnement, alors à l'interne, c'était plutôt de créer un lab IA avec plusieurs personnes volontaires, donc de l'équipe, pour justement essayer d'embarquer tout le monde sur ce sujet. Et d'éviter justement d'y aller disperser, d'avoir une vision, déjà de former, parce qu'il y a un vrai sujet de sensibilisation et de formation, donc tout le monde va être formé à ces sujets, et Marie-Élodie, qui est DRH chez nous, y veille, bien évidemment. Et puis après, de regarder précisément les cas d'usage. Tu parlais d'impact sur les métiers. C'est difficile aujourd'hui. On sait qu'il y a des métiers qui peuvent être impactés à 60, 80%, voire plus. Donc, c'est regarder le quotidien, les tâches répétitives, fastidieuses qui sont opérées par certaines et certains, et de se dire comment l'IA peut y répondre, et d'aller chercher les bons outils. Moi, j'ai un outil qui est, par exemple, comme Firefly, ce que j'utilise sur toutes mes réunions Visio Teams, qui fait automatiquement mes comptes rendus, et il n'y a plus rien à faire. J'ai gagné aussi Voilà. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Donc, je pense qu'il faut à la fois travailler le sujet de formation, de sensibilisation des équipes, travailler sur des cas d'usage, travailler avec les personnes aussi, parce que ça peut effrayer, et surtout de travailler le repositionnement, parce que l'impact va être là, donc forcément ça nourrit une inquiétude légitime vis-à-vis de certaines personnes. Et je pense qu'il faut accompagner ça pour repositionner sur des tâches qui sont bien plus enthousiasmantes, et voilà, et voir ça vraiment comme une opportunité. Donc ça, c'est le volet interne. Et puis après, nous, il y a le volet externe, ce que je te disais, à travers l'agent virtuel qu'on va sortir, qui est quand même une refonte totale de notre site internet, où on se concentre sur les publics en présentiel, touristes, habitants. Et l'idée, c'est, pour toute question que vous avez pendant vos vacances, vous interrogez notre agent virtuel, et on va s'attacher à vérifier la pertinence des réponses, et surtout que par rapport aux réponses proposées, on soit dans une consommation responsable. Encourager par exemple la pratique de randonnée, de circuits vélo avec les enfants parce qu'il y en a à proximité. Voilà, pas de jet ski, pas de karting, pas de... Je sais que c'est ta passion, avec le tuning, et en même temps. Avec le tuning, mais non, mais ça on a effectivement... Tu sais que je viens de Normandie, le pays du tuning, heureusement qu'on m'importe. J'ai vu ta voiture en arrivant. Et donc... Tout ça pour dire que par rapport à ton autre question... Ah, je t'ai perdu, hein. Non, pas du tout. Ah ouais, t'es perturbant. Il y aura aussi, tu me parlais de SIT, c'est aussi une vraie question de fond. Parce que entre l'IA générative, l'IA agentique aussi, avec ces agents autonomes qui seront capables aussi, à terme, pourquoi pas aussi de réserver des voyages, il suffira de donner sa carte bleue en amont et tout pourra être fait. Bon. Sur les cités, effectivement, on doit s'interroger. On est convaincu que les institutionnels sont le tiers de confiance pour la donnée. Il faut conserver ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut certifier cette information. Mais il faut être extrêmement vigilant, aller vite, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi que très rapidement, il y ait de manière autonome, il y ait des bases de données monstrueuses qui puissent se monter avec l'ensemble de l'offre touristique. Il y a énormément de données qui sont aujourd'hui liables. Et donc, ça m'interroge. C'est qu'on est en train de le faire. Clairement. Mais ouais, on est en train de le faire. Je suis allé voir la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais peut-être me planter dans les chiffres. Je crois qu'elle me dit qu'il y a l'équivalent de 300 ETP qui gèrent toutes ces fiches-là, toute la donnée. Oui, tout ça. Ouais. C'est ça, 300 ETP pour 900 000, à l'échelle de la région pour 900 000 fiches. Je me suis amusé à calculer. Tu dis, mais quel humain est capable, je crois que donc 900 000 divisé par 300 30 000 30 900 000 divisé par 300 900 000 divisé par 300 non, ça fait 3 000 3 000 Oh, la honte. Bon, 3 000, on va dire. 3 000, super, Laura nous dit ça. Donc 3 000 fiches. Qui va mettre à jour 3 000 fiches par an? C'est impossible. Ce qui fait qu'on reste quand même, vous restez quand même le tiers de confiance, mais ça représente tellement un boulot fastidieux, usant, fatigant à renouveler. Finalement, c'est pas si bien fait. Là, on est en train de mettre en place un outil d'IA qui vient récolter l'information des systèmes d'information touristique et on va venir à rapporter, compiler ça avec de l'information provenant du web. TripAdvisor, Google My Business, pour reconstituer les bases de données et réécrire ces fameuses fiches descriptives. Ouais, mais c'est ça qui me gêne.
Mais je sais, c'est pour ça Ouais, que mais oui, je sais, ouais, j'ai bien vu. Mais c'est ça qui me gêne parce que au final, il y a une source officielle, il y a une source qui est certifiée, il y a une source qui est validée, il y a un travail conséquent pour justement produire cette information de qualité et tu viens l'enrichir. Comme d'autres le font, tu n'es pas le seul, il y a plein d'agences qui sont exactement dans la même logique. Et c'est le circuit de la donnée après qui est problématique. C'est-à-dire où devient la base de référence. Où est Alors, la base de... elle reste chez vous. Hein. Ouais. C'est Alors, pas. alors, si tu renvoies, si tu enrichis effectivement, et tu enrichis cette donnée et que tu renvoies effectivement pour permettre de requalifier, réenrichir la donnée de base, je ne pose pas de souci. C'est-à-dire qu'on a toujours cette donnée. Le risque, c'est qu'effectivement, ça soit l'anarchie totale où on vient puiser dans des bases qui sont notamment en open data ou autres, on vient enrichir par rapport en scrapant un peu le web, et il y a des données et des bases qui se créent un peu partout. Et on perd après le circuit et de la donnée surtout de référence. Mais tu sais que j'ai halluciné, je ne savais pas. Donc nous, l'outil qu'on est en train de faire est pour les destinations. Hein. On fait pas une base de données pirate dont on servira. On le fait pour les destinations. Et en me renseignant, j'ai appris, je ne savais pas, que tu peux pousser le micro. Hein, Merci. J'espère qu'on te verra à la Non, caméra. J'espère qu'on te Laura m'a dit de ne surtout pas toucher le micro. Tu as fait du mambo en essayant de boire ouais. ton verre. Merci. Chacun son tour. Et donc, je me suis aperçu que toutes les bases de données des offices de tourisme, des départements, des régions étaient accessibles en open data. Toutes. Et je me dis, quelqu'un d'un peu pas... Ça veut dire que votre bien le plus précieux est accessible en total open data. C'est une obligation liée à la loi numérique, mais tu peux t'interroger. Est-ce qu'il n'y a pas justement à réviser ça, à être sur des formats de licence peut-être un peu plus restrictifs. Mais je ne savais pas en plus. Et surtout, que ce soit en open data, qu'on libère la donnée et qu'on encourage de nouveaux services, de nouveaux usages, c'est très bien. À nouveau, certifions cette donnée. Et il y a un moment donné, il y a un point de départ. Et il y a des personnes qui ont saisi cette base. Si elle est réutilisée par d'autres, c'est quelles conditions on y met. Il ne s'agit pas de... Il faut qu'on encourage ça, mais en y mettant peut-être un peu plus de conditions. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de conditions. Chacun peut la récupérer, si je comprends bien. C'est la base de l'open data. C'est totalement libre. Mais ouais. T'en penses quoi? Tu penses qu'il faudrait un peu plus restreindre ça? Je pense qu'il faudrait identifier à minima les réutilisateurs. Et parce que là, je me dis... Tu n'es pas à l'abri que des gros opérateurs, moi ça me gêne profondément que certains gros opérateurs puissent se nourrir de ça, l'enrichir et quelque part continuer à développer leur service. On n'a pas de vue réelle sur... Qui utilise ça? Non. Effectivement, celui qui va avoir la donnée, il l'a. Comme tu dis, il scrape le web, il l'a. Mais là, quand j'ai vu que c'était de l'open data, je me suis dit, je ne sais pas à qui tu pensais ça, un Booking et consorts, j'imagine. Je ne vais pas donner de nom. Hein. Non, mais je vais les citer. Mais effectivement, en fait, votre bien le plus précieux est accessible même au privé. C'est ça qui est assez hallucinant. Bon, ouais, Après, je sais qu'il y a notre fédération, en tout cas, s'est emparée du sujet, lance une étude assez lourde et profonde là-dessus, dont les conclusions vont être restituées prochainement. Mais voilà, il y a un vrai sujet et on en est pleinement conscient. La question, c'est aussi d'aller vite, c'est la question du timing, et on le voit à travers l'IA. Regarde, ne serait-ce que l'adoption de ChatGPT par rapport à ce qu'on a pu connaître au niveau d'Internet ou au niveau de Facebook. C'est fulgurant. C'est hallucinant. On parle de futur, d'accès à la donnée. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu de Web3, de blockchain? Je sais que tu es un passionné de ça. Qu'est-ce que tu en tires là? Quels sont tes enseignements là-dessus et comment la blockchain, les cryptos, etc. peuvent venir dans le monde touristique? Comment vous, en termes de structure, vous vous emparez de ça? Et est-ce que c'est des sujets... Alors la crypto, peut-être, oui, mais est-ce que les sujets sont assez grand public pour que les gens s'en emparent? Déjà, je te remercie pour l'envoi de Bitcoin avant ce podcast. Je t'en prie. Mais c'est comme ça que t'es venu. Hein. Effectivement. Je t'ai envoyé des doges en plus, donc là en ce moment ça vaut cher. Hein. Ben oui. Bref, dépêche-toi de les utiliser, parce qu'à mon avis... Ah ben je les ai pas vendus, hein, sois rassuré. Non, c'est un sujet effectivement moi auquel je me suis intéressé, auquel je me suis également formé pendant plusieurs semaines. Déjà pour le grand public, tout ça est complètement, apparaît très compliqué. On est sur une adoption qui est complexe avec des notions de wallet et autres.
Bon, la blockchain, ça reste qu'une technologie qui permet d'envoyer, de stocker, d'envoyer des informations de manière sécurisée, de manière transparente et de manière décentralisée. C'est que ça. On peut envoyer de la crypto, comme on peut envoyer des NFT qui sont plutôt d'autres types d'actifs. Maintenant, très clairement, les cas d'usage dans le tourisme, ils peinent à émerger. Il y a peut-être des plateformes comme Travala qui permettent de payer ses vacances avec des bitcoins ou d'autres types de crypto-monnaies. Pour autant, je considère qu'il y a un vrai sujet. Je te parlais de certification tout à l'heure. Utilisons la blockchain pour certifier, par exemple, les fiches dans les SIT. Il n'y aura plus de débat. On est sûr de la transparence, on est sûr de la sécurité. Donc ça pourrait être par exemple, un cas d'usage. Comment ça marcherait concrètement? Là, je t'avoue que moi, la blockchain, techniquement, à un moment, ça me perd. Tu utilises une blockchain, après, c'est un grand registre, un livre qui est totalement ouvert, dans lequel tu peux lire l'ensemble des transactions. Donc, ça ne peut pas être modifié. Donc, tu as ces notions de transparence, de sécurité et de décentralisation. Donc avec une abolition des intermédiaires. Donc, tu peux avoir un cas d'usage aussi. On parlait d'Airbnb, par exemple, tout à l'heure, la problématique des collectivités de récolter la taxe de séjour. Si toutes les transactions étaient transparentes par rapport à ces sujets, il y aurait moins de problématiques de perception. On peut parler de dépenses publiques aussi, pourquoi pas avoir toutes les dépenses publiques qui soient totalement ouvertes, présentées sur une blockchain. Je pense qu'on pourrait laisser. Moi, pour l'instant, je ne fais qu'observer, essayer de regarder effectivement, avec peut-être un regard aussi sur le Salvador, qui a été le premier pays justement à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Bon, ils ont fait un peu marche arrière aujourd'hui avec une pression du FMI, mais il y a eu en tout cas un impact sur le développement touristique sur ce pays. Donc, lié à ça, tu penses Il y a eu un impact, oui, très clairement, et notamment sur des détenteurs de crypto-monnaies qui ont été dépensés dans le pays. Donc c'est aussi une question, on est à peu près à 12% de détention des cryptos en France, de personnes, 20% aux États-Unis. Donc la question c'est, Talence, je crois, juste à côté, a été parmi les premières villes au niveau des commerçants, justement, à encourager et à aider les commerçants, justement, à encourager les paiements en crypto-monnaie. Je sais que ça doit être Nice ou Cannes également se pose ces questions-là, mais pour moi, c'est plutôt de se dire, bon, il y a cette... Bon, on ne peut pas le nier, en plus avec l'arrivée de Trump, on sent bien qu'il y a une pression forte sur ces sujets-là, et que d'autres pays vont emboîter le pas, et pourquoi pas des réserves en termes de Bitcoin. Donc ça veut dire que des détenteurs de crypto vont aussi vouloir dépenser cet argent-là. Très concrètement, alors c'est déjà compliqué de faire des achats de crypto, alors pour les dépenser dans des commerces aujourd'hui, c'est une plaie, alors que ça pourrait être très simple si on accompagne ça. Donc voilà, moi mon regard aujourd'hui il est plutôt dans l'observation, de me dire qu'il va y avoir ces besoins-là qui vont émerger. Comment on anticipe ça? Je pense qu'il y aura clairement un vrai besoin à la fois en amont pour simplifier ces démarches de détention, passer outre des wallets, des sites phrases, enfin tout ça est extrêmement complexe comme un des mortels, et en même temps sur ces notions de dépenses après, sur des paiements très simples, comme ça peut se faire justement au Salvador ou dans d'autres cas. Je savais pas que tu vois que ça avait eu un impact sur le tourisme au Salvador. Ils sont assez innovants hein, dans ce qu'ils font, le Salvador. Oui. Tu crois que pour une destination, on doit aller jusqu'à inventer sa monnaie, enfin pas inventer, la créer, ou au moins faciliter la dépense des monnaies existantes? Derrière, on s'était posé la question de créer une monnaie. Je ne suis pas personnellement convaincu. Quelle valeur, quelle plus-value. Je ne sais pas. Encourager par contre justement des commerçants, des acteurs touristiques à des paiements en crypto-monnaie, à recevoir des paiements en crypto-monnaie. Moi, je serais assez favorable à ça. Et après, tu peux aussi aller plus loin par rapport à des NFT. Pourquoi pas acheter des NFT? Ça marche encore, ça. J'ai l'impression qu'il y a eu un boom des NFT, que c'est redescendu. C'est redescendu très bas, ouais, je suis d'accord. Toujours pareil, par rapport à l'usage. Et après, est-ce que c'est des NFT rares qui te permettraient d'avoir des avantages exclusifs sur une destination? Est-ce que tu peux imaginer des chasses au trésor avec
justement le fait de gagner des NFT. Enfin, voilà, il y a peut-être aussi des choses à imaginer en ce sens. À ce stade, moi, j'ai plutôt le sentiment que ce sujet-là, il est clairement loin d'être mûr, Mm. que on se doit quand même de l'observer, parce que bah, voilà, on connaît tous des gens qui ont des cryptos et qui à un moment donné se posent ces questions-là à C'est nouveau. vrai que ça reste très virtuel Et pour le l'instant. chiffre va ne Mm. faire que Ouais. croître. Donc maintenant, c'est comment on s'en empare, comment on s'en empare, en tout cas à des fins touristiques, ouais. En tout cas au service de nos stratégies. J'ai vu aussi sur la partie métaverse où vous aviez lancé un monde. On a lancé un monde virtuel. Et c- Alors, c'est vraiment une expérimentation. mais c'est ça qui est bon avec vous, c'est que vous y allez, quoi. Avant que ça devienne grand public, vous le testez, donc c'est génial. Bah oui, on était content de cette expérimentation qu'on a lancée avec Whitland, avec Excelia, avec l'Office de tourisme d'Angoulême et de Châtelaillon. La question, c'est pas tant le métaverse. La question, c'est plutôt la génération Z. Où la génération Z n'ira pas sur un site de CDT, pas sur un site d'OT, peut-être un peu plus, encore moins peut-être sur un site de CRT, va pas utiliser Google. Donc clairement, on est sur un mode de fonctionnement qui est totalement différent. Et si on regarde les chiffres au niveau du gaming et l'usage du temps libre au niveau de ces générations, le gaming pèse fortement. Donc la vision qu'on avait, c'est de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas expérimenter un monde virtuel où on amène justement des jeunes, on développe une logique de gamification dans ces espaces-là, et in fine, ce qu'on cherche, c'est bien de les faire venir sur le territoire. Donc c'est ce qu'on a développé, on a été assez loin, notamment sur le métaverse d'Angoulême. Nous, notre métaverse, il a plutôt vocation à renvoyer vers des métaverses infra, comme l'Office de tourisme d'Angoulême et celui de Châtelaillon qu'on est en train de développer. Voilà, nous, ça reste une expérimentation, c'était super enrichissant. Jean-Christophe a voulu faire un métaverse avec vous. Bah, Jean-Christophe est au fait de l'innovation, mais tu en plaisantes, mais ça fait partie peut-être des rares offices de tourisme où sur ce type de projet, en tout cas, il Ah est oui, toujours présent. Et il a été notamment assez précurseur. On est en train de faire un film également avec de VR pour valoriser la biodiversité du Marais d'Yves à côté de Châtelaillon. Et donc voilà, bon, en aparté. Mais sur le métaverse, l'enjeu, c'est bien celui-là. C'est capter la génération Z à travers justement à travers ces outils. Bon, on n'en est qu'au début. Et ce que je te disais, c'est que travailler avec ces jeunes d'Excelia pour imaginer les espaces, parce que nous, on est parti de la feuille blanche. On leur a dit, bon, bah Ce que voilà, j'allais dire, comment ça se imaginez, crée? comment vous imaginez les Charentes? Ouais. C'est quoi pour vous les lieux emblématiques? Qu'est-ce que vous aimeriez retrouver en termes d'information, en termes de contenu dans ces espaces? La question des mobilités douces est revenue, la question du patrimoine est revenue. Bien évidemment, Fort Boyard, que tu as visité avec ta famille, est revenu. Angoulême, voilà, c'était vraiment. Dès le départ, ils étaient présents sur la conception et également, ils nous aident sur les logiques de gamification. Maintenant, je ne saurais pas te dire si, dans quelques mois, on considérera que c'est un échec. Pour autant, même si c'est un échec, il y a un vrai sujet C'est sûr. par rapport à justement comment on embarque cette génération avec des codes qui sont totalement différents. Et pour l'instant, de ce que vous avez testé, alors, pas forcément de ton projet à toi, mais même moi, ça m'intéresse. Il y a un vrai engouement pour la Gen Z sur le métaverse où ça a été un super projet qui a fait pchit tout court, pas forcément le vôtre. Hein, Bah, mais... je ne peux pas répondre parce qu'on n'a pas engagé de moyens suffisants en termes de communication pour ramener une audience. Nous, pour l'instant, je te parle d'expérimentation, on s'est concentré sur le développement des espaces, et notamment celui d'Angoulême, on a été très loin avec justement cette logique de gamification. C'est aussi un élément intéressant parce que l'office de tourisme peut vraiment avoir un rôle par rapport aux acteurs aussi culturels du territoire. On peut prendre la Cité de la BD à Angoulême ou le festival Mythique Métis qui ont également été partenaires, partie prenante du projet pour justement aider en termes de dotation dans ces logiques de gamification. Donc te dire qu'aujourd'hui, c'est trop tôt, c'est prématuré. Ce qui sera intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, si on dépense tant en termes de marketing pour faire venir un jeune dans ces espaces, qui va jusqu'au bout et qu'on arrive à l'amener sur le territoire, c'est en gros, c'est quoi le coût d'acquisition? Voilà, c'est ce chiffre-là qui, à mon avis, a du sens. Aujourd'hui, c'est prématuré.
c'est prématuré. Parce que là, ça a combien de temps Eh ben, ça fait quoi, un peu plus de 2 ans maintenant qu'on Ouais, a... ça reste encore jeune. Puis Oui, même le métavers, c'est peu mature pour l'instant. Donc, oui, et puis après, on en a énormément entendu parler. Après, il n'y a pas eu un engouement de dingue ouais, autour des métaverses si on regarde les différents secteurs. non. Même là, les milliards qu'il a investi, enfin, que Facebook a investi là-dedans, C'est clair. ça n'a pas donné. C'est clair. Donc après, voilà, je te dis, on tirera prochainement un bilan de cette expérimentation. Pour autant, la question demeure. Je voulais revenir, c'est ça qui me trottait en tête depuis tout à l'heure, j'avais oublié ma question. Bon, je reviens 1 heure après dessus, mais je te la pose. Tu me disais dans ton préambule que vous gériez un office de tourisme. Oui. Comme tu as pas mal de visions sur ces choses-là, on voyait que Paris fermait son office de tourisme. Qu'est-ce que tu vois là-dessus sur l'accueil physique? On reparlait de Gen Z qui allait plus sur un site d'office. Est-ce que la Gen Z va encore se déplacer tout court et encore plus se déplacer dans un office? Toi maintenant enfin pas toi, mais la structure qui en gère un, comment tu vois le futur de tout ça? Et même le présent, comment ça se gère au quotidien? Euh, c'est complexe. J'ai pas une vision binaire là-dessus. Mm. Ça m'est difficile de dire, bon, soit d'un côté, oh, bah non, c'est pas normal, ils auraient jamais dû fermer du bureau d'accueil. Non, l'humain, rien que l'humain, il faut de l'authenticité, il y a une forte expertise, de connaissance du territoire. Donc, et d'un côté, me dire aussi, moi, c'est complètement mort, l'IA va tout bouleverser, donc c'est quoi l'intérêt d'avoir des personnes physiques quand on voit la pertinence des réponses qui sont apportées aujourd'hui? Je pense que la vérité est entre les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore... c'est très récent tout ça. Et je pense qu'il y a besoin aussi de se poser, d'analyser quelles peuvent être précisément la plus-value des conseillers, conseillères en séjour dans les offices de tourisme, qui font un super boulot, qui ont une connaissance fine, qui connaissent toutes les pépites locales, qui parlent plusieurs langues. Enfin, il y a, et en même temps, ce que peut apporter la technologie. Parce que la question, elle est là. Et je ne serais pas dans le grand remplacement, pas du tout, mais plutôt essayer de trouver quelque chose un peu d'équilibré, toujours pareil, sur comment on utilise la technologie pour renforcer justement ces missions d'accueil. Même la technologie, mais même, tu vois, donc moi avant de monter les compteurs, j'étais dans une autre agence que tu connaissais, on avait un portefeuille banque. On gérait beaucoup de banques. Et les banques nous disaient, faites-nous des opérations, imaginez-nous des trucs pour que les gens continuent de venir en agence. Mais sauf qu'en fait, les gens se déplaçaient plus. Ça n'empêchait pas que les conseillers soient très bons, très pertinents, très connaisseurs de leur métier. Les gens n'avaient juste plus envie d'aller se déplacer. J'ai l'impression qu'on retrouve ça aussi, les générations plus jeunes, malgré la connaissance du territoire, ne veulent plus, n'ont plus envie, ne ressentent plus le besoin de faire ce pas-là de rendre visite. Je ne sais pas si tu le ressens aussi. Ouais, je pense que toutes les études le démontrent. Après, tu as pas mal aussi d'offices de tourisme qui ont travaillé sur un peu des stratégies d'accueil hors les murs, qui vont à la rencontre des touristes. Donc ça se fait aussi de plus en plus. Donc il y a peut-être aussi ça à observer. C'est peut-être repenser aussi les bureaux d'accueil pour en faire des espaces qui sont un peu différents. Il y a une question certainement, effectivement, sur l'accueil physique dans les locaux. Je te rejoins. Il y avait très longtemps, on avait bossé au tout début de l'agence pour la Suède, pour Stockholm. Et je m'en souviens même dans les musées. En fait, les lieux d'accueil étaient dans les lieux culturels. Et c'était blindé de jeunes. Mais donc dans des lieux de tourisme en fait, mais ils n'avaient pas l'impression d'être conseillés touristiquement. Ils venaient boire un café, kiffer entre copains, et en même temps il y avait un accueil touristique ou culturel. Je me suis dit, mais on n'arrive pas à faire ça nous ici. Ça reste très segmenté les lieux. La culture pour les cultureux, les lieux d'accueil et on n'arrive pas à scinder tout ça. À mixer, ouais. Intéressant. Et comment c'est de gérer un office au quotidien? Alors, gérer un office au quotidien, alors là c'est pareil, tu me parlais des clubs et office. Alors, c'est les deux sujets où c'est plutôt, très sincèrement, c'est plutôt Olivier Amblard qui est DG de la structure qui pilote ces sujets-là. Donc moi je suis plus en retrait et concentré sur d'autres problématiques. Donc gérer au quotidien, après, pour nous c'est important de... comment te dire c'est surtout le regard au niveau de la fusion, c'était comment... on n'a pas fait quelque chose d'à part. Et pour nous, c'était l'office intégré Charente Tourisme et on se devait essayer d'avoir en tout cas
des process et essayer en tout cas autant que possible, d'avoir aussi une vision assez partagée et pas en faire quelque chose dans un coin. Donc voilà, après, nous, on est là pour répondre aux attentes fondamentales exprimées par les élus de ce territoire, donc tout en essayant d'avoir une stratégie qui est, bien sûr, colle de près ou de loin, en tout cas, à notre mission. Voilà. Après, avec des problématiques que tu évoques là, qu'on se doit d'accompagner, des sujets de fond par rapport à l'accueil, quoi. Laura est en train de me montrer que le temps passe. Il me reste une dernière question. Après, Mais je sais que j'ai des questions à poser, ouais, parce que je fais étirer le temps parce que j'appréhende les questions que tu vas me poser. Bon, non, c'est simple. Oui, moi, j'ai oui. plein de questions. T'es un pro du marketing. Je te connais, je lis en ton visage le plaisir sournois que tu t'es fait. Alors attends, j'ai une dernière question. Oui. Avant qu'on arrête le podcast. D'accord. Non, tu sais, on a parlé vite fait de l'entreprise à mission. Je veux juste... parce que c'est intéressant, vous êtes les premiers, je crois, à le faire. Pourquoi, et puis comment ça marche concrètement? Qu'est-ce que ça va changer pour vous demain sur le... Alors, pourquoi alors, sauf erreur, j'ai un peu répondu au début. Exactement. Ouais, et notamment par ces notions de cap, de vision. Est-ce que ça va changer concrètement? Alors, il y a le comment. Donc, c'est Perrine Belin, qui est directrice de la performance chez nous, qui pilote cette mission-là. On constitue un comité de mission qui est un peu un ami, entre guillemets, ami critique, et qui va venir nous challenger sur justement le fait qu'en tout cas, les actions qui sont menées soient conformes par rapport au modèle de mission qu'on a défini. Donc ça, c'est un point important. Donc ce n'est pas un organe de gouvernance supplémentaire qui vient se substituer à notre conseil d'administration, mais c'est vraiment, entre guillemets, un ami critique qui vient contrôler. En interne, avec des gens d'interne chez vous? Avec des gens en interne, donc Perrine qui dirige ça, et Nathalie Guélin également, qui est chargée de mission ingénierie interne, qui intègre ce comité-là, et d'autres personnes externes. Cécile Esvan, qui est présidente de l'IRSI, avec Célia, qui sera présidente de ce comité de mission, l'Institut de recherche sociétale, l'IRSI, après non, sur l'acronyme, je ne saurais pas le dire, bref. Et il y a sept personnes, Marc Pili, qui est délégué de vacances ouvertes, il y a également Antoine Tu t'embarques Anjar. dans un mauvais truc, là, si t'en oublies un. Bah ouais, mais je ne vais pas tout 7, dire. quoi. À titre d'exemple, Antoine Anjar, qui est également directeur général de notre fédération. Donc voilà, donc il y a une logique d'ouverture, avec des regards aussi qui peuvent être différents, monde économique, social, et puis monde institutionnel, à travers également la présence d'Antoine. Donc c'est important. Et quand tu dis, bon, c'est quoi concrètement les incidences? Toutes nos activités sont listées. Toutes nos activités sont listées, font l'objet d'indicateurs précis, d'objectifs précis, et avec justement leur lien avec nos objectifs statutaires. Donc, on a peut-être 70 activités dans nos fichiers, elles sont réparties de manière très précise au niveau de ces objectifs. Donc si tu veux, le cap, il est très clair. Dès qu'on sort une activité, ou une action, ce qu'on va regarder, c'est effectivement si on est aligné ou pas, tout en sachant qu'en plus, on a potentiellement un contrôle qui peut arriver, enfin un regard de notre comité. Le lapsus veut dire quand même... Oui, parce que je pensais après à autre chose, c'est qu'on va être de toute façon audité par un OTI, organisme tiers indépendant, qui va vérifier justement cet alignement et vérifier qu'en tout cas les objectifs on s'est fixés soient tenus. Et c'est vraiment une question, une vraie question. Pourquoi vous vous mettez cette pression-là? Enfin, pression, tu vois. Bah, non, mais faut-il être une entreprise à mission pour mener tout ça, tu vois? C'est une vraie question ouverte. Hein. C'est des concepts assez nouveaux pour moi, donc il n'y a pas de piège derrière ça. Non, mais je pense que nous, ça nous a aidé à cadrer une réflexion. Ça nous a aidé à donner du sens, mais de manière profonde, en tout cas, à la vision de la structure à long terme. Ça, c'est un point. Dans un environnement qui est très complexe aujourd'hui. Donc déjà, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement rassurant pour nous, pour les équipes, pour tout le monde. Pour les équipes aussi, tu le sens, ouais, je pense.
Clairement. Et je te parlais aussi de lisibilité vis-à-vis de nos partenaires. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis capable de t'expliquer en tout cas les 4 objectifs statutaires, les équipes aussi, les actions, te dire précisément comment elles sont rattachées à nos objectifs statutaires. Si on fait des podcasts, pourquoi on le fait? C'est pour valoriser des expertises individuelles. Si on sort ici, c'est pour défendre un tourisme équilibré. Voilà, tout ça nous permet de vraiment donner du sens, de donner un cap. Ouais, moi je trouve que ça a été vraiment bénéfique en tout cas. Et vous l'avez beaucoup partagé en interne pour que ce soit aussi bénéfique. Enfin, comment vous avez. Vous servez de ça pour l'instant ou pas du tout? Ah oui, enfin, je veux dire, nous, il n'y a pas de débat autour de ça. C'est-à-dire que quand je te parle d'indicateurs sur une action, bon, personne n'aura d'indicateur dans son coin pour analyser ses actions. Mais c'est des indicateurs de mission qui seront posés. Voilà ce qu'on attend précisément, voilà les livrables, voilà les objectifs qui sont attendus sur un type d'action. Donc il y a en tout cas vis-à-vis des managers un rôle important, parce que c'est eux qui sont les courroies de transmission de ce modèle de mission auprès des différentes équipes. Mais tout le monde est extrêmement vigilant, en tout cas, à ce qu'on soit aligné, et qu'en tout cas, le cap soit partagé. Après, il y a, comment dire, il y a des connaissances et des perceptions qui peuvent différer entre nous qui étions tout au départ à la réflexion de notre raison d'être et des objectifs statutaires, et peut-être des équipes un peu plus éloignées de ça. Il y a naturellement un travail de sensibilisation, d'appropriation de ce qu'on est en train de développer. Et cette entreprise à mission, c'est pas un changement de statut juridique, c'est quelque chose que vous portez. Ça ne change pas J'ai le sentiment que tu veux pas que je te pose des questions. Tu m'as dit que c'était la dernière question. Non, c'était déjà la troisième. Le dernier sujet. Dernier sujet. Non, c'est pour bien comprendre. C'est vrai que moi, la seule entreprise à mission que je connais, c'est Danone. Tu vois, donc j'ai entendu parler de ce sujet-là à ce moment-là, donc je ne savais pas que c'était possible de le faire autrement, et je n'avais pas la concrétisation de ça en fait. Après, je sais que tu vas me poser des questions, mais je ferai semblant de ne pas y répondre. Je sais. Excuse-moi, du coup, j'ai perdu le fil par rapport à ta question. Non, oui. Est-ce que ça change quelque chose au niveau des statuts juridiques ou c'est juste quelque chose que vous... Oui, d'accord, donc c'est donc vraiment... ça a fait l'objet d'une modification statutaire, donc nous, en juin 2024. Donc, quand je te dis, c'est vraiment inscrit profondément un statut. Ok, super. Et donc, c'est une association à mission, c'est pas une entreprise à mission. Association à mission. Super. Ouais. Bon, il paraît que tu as des questions à me poser. T'en as beaucoup ? J'en ai 3 ou 4, mais je voulais profiter de ce moment. Comme tu sais, je m'interroge sur plein de sujets et que j'allais rencontrer un professionnel du marketing touristique. Bien évidemment, j'ai noté quelques questions. Tu me permets de prendre mon ordinateur? Mais bien évidemment. Je te connais trop pour savoir que ça allait être des questions purement bienveillantes. Ah oui. De toute façon, Laura, à 1 heure, plus personne. Voilà. Écoute. Si. Faut que tu parles dans le micro, par contre, sinon... Oui, tout à fait. Alors, une première question sur les réseaux sociaux, Greg, parce que moi, comment dire les choses? Est-ce qu'une destination, aujourd'hui, tu considères qu'elle peut être crédible en communiquant sur Facebook, sur Insta, sur X, alors qu'on sait que, vu les déclarations récentes de Zuckerberg ou Musk, c'est devenu clairement des autoroutes à désinformation. Et ça m'amène une question un peu plus secondaire, plus profonde. Est-ce que c'est préférable pour toi d'être sur des réseaux sociaux qui sont régulés par un tiers, ou est-ce que, comme sur X, on peut faire confiance à la communauté? Voilà, ça c'est ma première question sur les réseaux. Merci. De rien. Je te réponds à 2 niveaux. Le père de famille que je suis te dirait arrêtons tout ça. Tu vois, j'ai 2 enfants, dont un plus grand qui n'a pas regardé un écran jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Je lui mets pas un portable dans les mains, pas une tablette, rien. Je trouve que c'est d'un point de vue de l'humain, je trouve que c'est presque un abrutissement de la population, quoi. Et puis le marketeur qui est en moi dit que nos publics cibles sont là-bas, en fait. Donc quand j'accompagne une marque et qu'elle m'indique les cibles qu'elle veut toucher, je ne peux pas lui dire qu'on ne peut pas aller communiquer là-dessus. Et je peux pas lui dire, je me vois pas lui dire, je ne lui dirai pas d'aller sur un réseau lambda qui est vu auprès de 3 personnes, mais juste parce qu'il est éthique, soi-disant éthique, parce que l'éthique et la morale, elle n'est pas universelle. Elle commence à être admise dès qu'il y a une part croissante de la population qui la considère comme morale. Et puis, tu vois l'histoire de Facebook. Alors oui, je vois X avec Elon Musk
Ça, j'ai encore un autre avis là-dessus. Et puis, je crois pas que vraiment dans le milieu du tourisme, X soit vraiment une révolution. Mais je me vois, moi, là, abandonner Meta pour mes clients. Mm. Et je crois, je m'y connais pas assez, je crois que Zuckerberg, il est juste en train d'être derrière la caravane. Et je sais pas si vraiment le réseau va changer tant que ça. Bon, en tout cas, c'est ce qu'il a annoncé, c'est Mm. qu'il n'y aurait plus de modération et qu'il ferait confiance à la communauté. Mm. C'est ce sujet-là, c'est-à-dire on défend des positionnements éthiques et durables, et on peut s'interroger sur le choix de certaines plateformes. Et moi, c'est une vraie question, de se dire, effectivement, est-ce qu'on va sur ces plateformes considérant qu'il y a plus de modération, mais que la communauté, au final, sera en capacité de modérer, soit, soit effectivement, on se dirige plutôt vers des plateformes dont on sait qu'il y a une régulation qui est bien pensée, quoi. Alors, je pense que ce que je veux dire là est pas mainstream, hein, donc je marche sur des œufs, mais entre l'éthique entre l'éthique, le durable et l'efficace, j'ai toujours ce balancier. Si moi un client vient me disant j'ai besoin d'être visible à telle et telle pour telle et telle cible, on dit que c'est des plateformes. Par exemple, on reprend l'exemple de l'IA. Effectivement, si on regarde exactement aujourd'hui en 2025 la consommation d'électricité pour faire de l'IA, ça ne l'est pas. Mais est-ce que si on voit pas un peu une vision à 10 ans et déjà le pas de géant que ça fait en un an, est-ce que ce qu'on considère comme pas durable aujourd'hui va l'être 10 fois demain? Donc je me dis toujours, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir avec les deux en disant je dois être efficace et si possible le plus durable possible. Mais de faire que du durable sans être efficace, autant rien faire. Parce qu'on est encore plus durable en faisant rien du tout. Oui, d'accord. J'ai une question. J'ai répondu Hein? J'ai bien répondu. Ah, oui, toujours. Mais j'avais aucun doute, tu sais. Est-ce que... une question sur les marques un peu territoriales. Est-ce que, selon toi, mais tu m'as interrogé tout à l'heure, mais je te pose aussi cette question parce que tu as été confronté à ça. Est-ce qu'on peut encore dépenser des dizaines de milliers d'euros pour une marque territoriale quand on voit la notoriété de certaines marques sur Google Trends, hein, ça fait un peu peur. Est-ce que c'est pas juste un logo et trois slogans au final? Je suis d'accord avec toi, on se bat là-dessus. Je pense qu'il y a deux choses. Donc nous, on fait des marques, hein, donc on est au cœur du sujet. Hein. Déjà, il y a un ratio tout bête qui est presque mathématique, c'est que si je mets 80% de mon budget dans le logo et 20% dans l'activation, comme tu dis, la courbe Google Trend, elle sera aussi plate, même si le logo est merveilleux. Donc si tu as 100 000 euros et que tu mets 80 000 euros dans un logo et 20 000 euros dans l'activation, mais ta marque, qu'elle s'appelle Nike, Monts et Vallées de Merveille, ou ça ne marchera pas. Et puis, tu vois, on en revient à notre sujet du départ où, en fait, pour moi, pour faire une marque, pour faire émerger une marque, quelle qu'elle soit, il faut être mémorable, au sens premier qu'on s'en souvienne. Et je trouve qu'aujourd'hui, le monde s'est tellement assagi, on veut parler slow, durable, sans accroche. Ça ne veut pas dire qu'on peut parler slow et accrocher les gens. Mais comme on ne cherche plus le point d'aspérité, on cherche à être le plus lisse possible, en réalité, je pense que les marques ont du mal à être mémorables. Parce que d'une, on met plus d'argent dans le logo que dans l'activation. Et de deux, on est tellement lisse qu'on crée aucun souvenir dans l'esprit des gens. Mais tu ressens ce frein, toi, au niveau de la commande? Ah oui. Ouais. Alors de moins en moins, parce qu'on est un peu poil à gratter, entre guillemets, maintenant on vient nous voir pour ça. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur. Et puis, je veux dire, on est une goutte d'eau, nous, dans l'océan. Donc je le vois. En fait, par exemple... Tu aurais envie d'aller plus loin et tu as le sentiment d'être... Oui. Ouais. Oui. Ouais, ou même les marques qui... C'est vrai que tu peux aller très Oui, loin. oui. Mais même les marques qui viennent nous voir en disant on veut aller loin. Tu vois, on avait une marque suisse là qui est venue nous voir, on les adore, qui nous disent les gars, on vient vous voir pour être à l'image des compteurs, enfin faire ce que vous savez faire en théorie. Je vais là-bas, on va en Suisse, j'ai tous les élus là en face qui m'attendent avec un flingue, qui disent attends, mon coco, avant déjà de faire un truc cool, je veux qu'on s'entende tous bien. Et ben en fait, on a fait quelque chose je pense qu'on a eu raison de faire ça, mais malgré tout, ça reste lisse, de faire quelque chose au début où ça convient à tous, pour pas qu'ils se tirent tous dans les pattes, avant d'exploser en termes de créativité. Je pense que stratégiquement, on a eu raison de faire ça, parce que sinon, on les faisait exploser entre eux. Sauf que la réalité, la fin du fin, c'est qu'on n'a pas une marque explosive qui va peut-être être mémorable dans l'esprit des gens. J'entends. Une question sur l'influence, influenceur, influenceuse. C'est quoi exactement un influenceur ou une influenceuse éthique aujourd'hui? C'est celui qui ne fait pas de dropshipping ou celui qui ne met pas
dièse ad dans sa bio. Et question secondaire, est-ce qu'un message est encore authentique s'il est payé pour l'être? Vous avez 3 heures. Qu'est-ce qu'un influenceur éthique? Nous, on n'est pas confrontés à tous ces influenceurs. En tout cas, on ne fait pas appel à eux, tous ces influenceurs, tu sais, issus de la télé-réalité, les dropshippers, etc. Et puis, je touche pas du bois d'ailleurs, mais j'ai l'impression que dans le milieu touristique, on n'est pas confronté à ces influenceurs-là. On n'est pas dans les secteurs de e-commerce où on peut être Non, mais même confronté à sur de ces... la micro-influence. C'est quoi sur des stratégies d'influence éthique que tu pourrais préconiser? Est-ce que tu as un regard sur effectivement des valeurs qui seraient portées par les influenceurs ou influenceuses, ou c'est des sujets sur lesquels tu poses pas forcément? Pour être très honnête, nous, on va aller chercher ce qu'ils racontent. Donc effectivement, si tu vois déjà qu'ils sont sur 4 réels, font 3 pour vendre des produits, le lundi devant un Dyson, le mardi devant un voyage et le mercredi devant une chaise, tu sens que là, c'est pas de l'authenticité, même si j'aime pas ce mot-là, tu sens que c'est de la vente. Déjà, je déteste le terme influenceur. Tu vois, ça fait très vieux con de dire ça, mais moi, j'ai commencé, avant de faire de la com, j'étais blogueur. Tu vois, j'ai Ouais, commencé je la me com, rappelle. tu te Ouais. souviens? Mm. Mais moi, je suis... Donc, je te parle de ça il y a 15 ans, hein. Donc j'ai commencé à avoir une micro-notoriété, mais moi je m'en foutais. J'allais pas dans les soirées et tout. En fait, j'aimais la pub, je le partageais au monde et un jour ça a rencontré un public. Mhm. Et on m'a mis une étiquette comme ça. Sauf que là, ce que je déteste, c'est que les gens qui se mettent là-dessus juste pour être influenceur. Mais tu deviens influenceur parce que tu aimes quelque chose. Tu partages ta passion, pas parce que tu veux vendre des produits. Donc déjà, je pense qu'on fait gaffe à ça, rien qu'à ça. Tu vois? De dire, est-ce que ça vient d'un mouvement quand même qui est assez personnel et il se trouve que ça a été connu? Ou est-ce que tu sens bien le mec qui a monté une communauté parce qu'il voyait bien un filon marketing? Mhm. Moi, l'éthique, je la pose à ce niveau-là. Après, si c'est que pour porter des valeurs et qu'il n'y a pas d'efficacité, j'avoue que ça m'intéresse moi aussi. Ouais, mais il y a des questions, je sais pas, en termes de, toi, auxquelles on réfléchit aussi, de chartes aussi d'engagement qui pourraient être signées par, Là, tu parles aussi. dès lors qu'on contractualise avec justement des influenceurs ou influenceuses sur, par exemple, des modes de transport, à privilégier le train ou s'assurer enfin, d'un certain nombre de choses qui pourraient être posées. Faire en sorte aussi que les contenus qui soient posés, si on parle de numérique responsable, soient supprimés, tu vois, après un certain délai. Voilà, je pense qu'il y a un sujet aussi pour essayer de cadrer un peu plus peut-être les relations qu'on a avec ce type voilà J'ose pas répondre à ça, mais je le fais quand même, même si. En fait, je trouve que en soi, tu as raison, mais je trouve que c'est focalisé sur. En fait, en réalité, on fait appel à un influenceur qui fait que poster des vidéos tous les jours, où ça bouffe déjà une énergie monstre de serveur, alors que même il n'est pas connecté à Instagram, Instagram écoute le téléphone, donc déjà ça pompe de l'énergie de serveur. En fait, même s'il vient pas chez toi, il vient chez toi en vélo, il ira chez le voisin en BMW après. Donc des fois, je me dis, on fait tellement attention au nœud du problème, en lui faisant signer ça, en lui faisant supprimer 3 mails, que finalement, presque, si on allait à la racine du problème, il faudrait presque pas lui dire de venir. Donc je préfère Ouais, faire appel à cet influenceur-là pour dire, valorise-nous Hmm. le slow, les mobilités douces, etc., plutôt que de me concentrer sur supprime bien ta story après, utilise pas de la vidéo mais du post. Je trouve. Bah, il y a peut-être un entre-deux à tout ça, entre se dire Effectivement. effectivement, bon bah on arrête effectivement de travailler avec ces publics-là et au moins le sujet est réglé, et, effectivement, et une autre posture qui serait, bah non, entre guillemets on ouvre les vannes et on va chercher de l'audience à tout prix. Ce qui compte c'est le message, on se fout quelque part un peu du support ou de l'intermédiaire et qui le porte, et en tout cas du caractère éthique. Ce qui compte, c'est le message et s'assurer qu'en tout cas la finalité le soit. Et il y a peut-être, je pense, un entre-deux. C'est Voilà. sûr. Mais tu sais que on se pose ces mêmes questions-là, hein. En fait, ce qui me questionne toujours, c'est, par exemple, ces stratégies-là, elles fonctionnent si on se met tous à faire ça. Hmm. Mais si nous, on s'époumonne à vouloir être dans le slow, le durable, la frugalité dans les influenceurs qu'on choisit, mais qu'à côté, le concurrent s'en moque, s'en tamponne et fait appel aux plus grosses vues, à la fin, même si t'es éthique, t'es perdant. Donc, je caricature un peu, hein. Mais je suis toujours dans ce questionnement-là entre faire frugal, mais rester efficace pour pas se faire manger juste par notre idéalisme. Tu vois? Tout dépend des indicateurs qui sont posés au début. Oh, Effectivement.
si derrière, tu es dans un indicateur classique, quanti, et qui sont attendus, je peux tout à fait comprendre que voilà, tu ailles chercher en tout cas les résultats et qu'il n'y a que ça qui compte. Après, on peut aussi rajouter ces notions-là, à mon avis, dans les indicateurs. Très bien, Grégory. Merci pour toutes ces réponses. Parler de sobriété numérique, est-ce que les agences de com, selon toi, peuvent vraiment prêcher la sobriété numérique? En gros, on milite pour moins consommer, mais on optimise les campagnes pour que les gens cliquent un peu plus. Est-ce que c'est pas schizophrène tout ça? Et c'est quoi globalement le KPI de la sobriété numérique chez les compteurs? Je pense que c'est même ça serait presque hypocrite que l'on vante la sobriété numérique alors qu'on participe au système. Donc c'est pour ça qu'on le fait pas. Ok. C'est pas notre combat. Ça veut pas dire qu'on doit pas avoir des facteurs de compensation, etc. Et faire alors attention, hein, ce que je te dis, ça doit pas nous comment dire. C'est pas pour autant qu'on doit rien faire. Mais je pense que si ça devient un combat marketing ou un positionnement, en fait c'est antinomique avec ta position d'agence de com. Donc c'est pour ça qu'on n'en fait pas un sujet. Ok. Ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on travaille dessus aussi, en faire plus, hein. Mais on n'en fait pas un cheval de bataille. Et je pense que ceux qui se positionneraient là-dessus, c'est antinomique avec le métier. Autant pas le faire, presque. Ouais, là encore, je pense que tu as une position peut-être un peu radicale, mais... Très certainement. Mais on peut peut-être trouver un entre-deux là-dessus. Et pour conclure, j'avais une dernière question sur le storytelling. Tu l'évoquais, et c'était un peu tes propos introductifs, où tu avais le sentiment que tout est devenu un peu lisse en termes de communication. Et ma question, c'est est-ce que le storytelling, c'est encore raconter des histoires authentiques, ou c'est juste maquiller des stratégies marketing pour les rendre sexy? Les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que alors, rappelle-moi. Attends, parce que c'est beau ce que tu as dit. Maquiller des stratégies marketing pour les rendre sexy. Pour les rendre sexy. Alors, je dirais pas maquiller des stratégies marketing, mais parfois c'est maquiller un produit, donc nous, du produit touristique, pour le rendre plus sexy. Et vite, véritablement, ça serait honnêtement hypocrite de ma part de dire que c'est pas vrai. Donc, mais tu sais, c'est comme je reviens toujours à des marques connues. Le produit, le McDo, le burger McDo qu'on te montre en affiche, c'est pas celui que tu manges. Et pour autant, tu es content de le manger. Quand tu ouvres ton sachet, tu dis, on s'est vraiment foutu de ma gueule. Mais tu le manges quand même avec plaisir et tu y retournes en plus. Je te mentirais en te disant que notre métier, c'est de sublimer, c'est pas de mentir, parce que ça se voit très vite, mais c'est de sublimer parfois des destinations qui n'ont pas un potentiel sexy de dingue pour les rendre plus désirables. C'est évidemment ça. Et le storytelling, tu vois, l'agence a 10 ans cette année. Pendant un moment, j'ai remis un peu en question tout ça sur le pouvoir du storytelling, de me dire faut peut-être raconter les choses plus vraies qu'elles ne le sont. Les gens sont passionnés par l'histoire que tu leur racontes. Ça ne veut pas dire qu'il faut leur mentir. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. C'est la question. Par rapport à cette promesse d'authenticité, quoi. Et puis l'authenticité, c'est pas forcément l'authentique peut être un peu sublimé, tu vois. On sait, enfin, je veux dire que tu racontes des vacances, que tu racontes la consommation d'un produit, d'une expérience. T'as envie qu'on te donne un imaginaire un peu au-delà du réel. T'as envie de rêver. Donc nous, on apporte ça. Ça veut pas dire qu'il faut être dans le mensonge. Parce que là, on le fait qu'une fois. Tu dures pas 10 ans en faisant ça. Mais notre métier, c'est de sublimer. C'est pas de mentir, c'est de sublimer une réalité. Ça, c'est sûr. Mais la com, c'est le métier. C'est de la communication. C'est pas du journalisme. On fait pas du journalisme. On sublime. C'est pour ça que je t'ai mis un beau fauteuil bleu, des belles lumières. On n'est pas dans le réel, là. On est sublimé, là. Ouais. Sinon, on serait moche, en vrai. Sinon. Enfin, pas toi, mais... J'ai bien répondu. Oui, toujours. C'est marrant ton truc. Je t'avoue que je me suis mis la presse. Je me suis dit, quelle question il va me poser. Non, mais ça me semblait intéressant, en tout cas, de t'entendre sur ces sujets qui sont, à mon avis, qui sont des problématiques qui sont partagées par naturellement les destinations. Et j'adore. Hein, merci de les avoir posées. Les réponses sont peut-être pas courantes, mais tu vois, et j'ai pas ma réponse. Mais pour travailler pour moitié secteur public et privé, le privé se pose pas toutes ces questions-là. Il devrait plus se les poser. Mais en même temps, je me dis parfois, il faut pas que ça nous freine dans le secteur public pour pas faire.
Et des fois, j'ai l'impression que ça fait un peu ça. Ouais, enfin, moi, c'était aussi mettre le doigt sur les paradoxes. C'est-à-dire, on parlait du sens, à un moment donné, on posait des grandes stratégies de numérique responsable, de tourisme durable, c'est à un moment donné, quand on le décline de manière opérationnelle et pour embarquer des équipes, je trouve important, en tout cas, qu'on aborde ces sujets-là et qu'on soit assez transparent. Et de dire, bon, parce que forcément, ça peut interroger. Certains peuvent se dire, on a vu des destinations qui clamaient, on parlait des réseaux sociaux, bah, ça y est, je ne suis plus sur Facebook ou je ne suis plus sur X. Bon, la question, c'est pourquoi on le fait et quelle ligne de conduite, quels critères on se donne pour ça, pour pouvoir l'expliquer en tout cas. Et pour moi, je trouve que c'est des sujets qui sont clairement importants. Mais c'est clair. Pas de piège dans ce que je vais poser. Mais tu vois, tu as un critère éthique, par exemple, dans les 4 objectifs. Mais du coup, vous allez arrêter Facebook, X et tout ça, ou pas jusque-là quand même ? Alors là, ça fait partie, pour moi, c'est des réflexions qu'on mène actuellement, c'est-à-dire comment on décline notre modèle de mission, comment on appréhende effectivement notre positionnement sur les réseaux sociaux. Je te parlais d'un peu de charte vis-à-vis des influenceurs et influenceuses. Il faut qu'on ait également une règle de conduite vis-à-vis de... Mais c'est compliqué, parce que tu l'as souligné. L'objectif est aussi d'aller chercher de l'audience pour porter un message. Et donc, comment on fait si on n'y va pas ? Donc, est-ce qu'on réduit un peu la voilure en termes d'investissement, en termes de positionnement ? Enfin, c'est ça qu'on doit écrire. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la réflexion doit être portée, et notamment, c'est important d'avoir ces réflexions internes avec les équipes qui sont concernées pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incohérence et qu'on ait bien posé les choses et en tout cas les objectifs sur ces sujets. Et mais du coup, vous arrêtez ou vous continuez ? Je te dis, on est en pleine réflexion là-dessus, mais bon, avec toutes les réponses que tu m'as données maintenant, tu vas y rester, je vois à peu près évidemment. On va aller. Ouais, évidemment. Gallic, est-ce qu'on a oublié de parler de certaines choses ? Ou des choses dont on ne veut pas parler, on les laisse. Bah, disons qu'il y a plein de choses dont on ne veut pas parler et on va les taire du coup. Notamment une certaine soirée à Pau. Où je t'ai monté au plafond ? Vas-y, alors attends, dis comme ça, il faut absolument l'expliquer. Mais ça, on peut pas... Est-ce que c'est éthique ça d'ailleurs ? Hein ? Est-ce que c'est éthique ça ? C'est peut-être pas éthique, mais j'ai trouvé en tout cas ton approche assez innovante, mais plusieurs personnes ont participé quand même. Je me sens obligé de le raconter parce que alors là, on va croire des trucs de dingue. Un mois avant ça, un mois avant Pau, je pensais pas du tout que t'allais parler de ça. J'étais obligé de t'amener là-dessus. Et je m'en avais plus le souvenir. Un mois avant Pau, j'ai un copain qui me dit on s'amuse à faire des blagues dans les trucs de rugby. On est 2 et on supporte des copains et on les fait monter au plafond, on les fait marcher au plafond. Un mois après, il se passe Pau. Je te vois passer, telle une petite fleur bleue, et j'ai cette idée-là. Et donc pendant 1 heure, on a monté les gens au plafond. Ah, j'ai eu peur. Non, j'ai pas marché pendant 1 heure au plafond. Non, pas toi. Ouais. Tu m'as aidé à porter. Ouais, on était plusieurs. On était plusieurs. Donc regardez l'année prochaine à Pau, au moment où on rentre dans la salle de danse, regardez au plafond. L'année dernière, elles y étaient encore. Il y a des traces de pieds au plafond. Dont les tiennes. C'est possible. On pouvait pas mieux finir le podcast. C'est clair. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci beaucoup, Gallic. Merci à toi, Greg. À très bientôt. À très bientôt aussi. Merci, bye bye. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.